Justement, je vais paraphraser l'historien Daniel Dessert qui dit, en fait, est-ce que l'on peut refaire l'histoire 300 ans après la mort d'un homme? Au fond, est-ce On qu'on ne fait peut pas aujourd'hui l'histoire. plaquer notre vision du monde sur des faits qui ont eu lieu au Ah non, XVIIe? mais moi je ne veux pas plaquer notre vision du monde. Je veux simplement comprendre et faire comprendre. Ça, c'est l'enseignement. Mais les historiens, et là vous parlez d'un historien, l'histoire n'est pas figée. Je vous parlais du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je peux vous dire qu'il y a des débats entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous forcément la même école. Mais il y a des débats, et des débats pluridisciplinaires et des débats internationaux. Donc, mais plus on comprend de choses, plus on les connaît, et plus on est lucide, plus on est fort ensemble. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir une mémoire partagée. On a un récit national, mais ce récit national, au fil du temps, notamment grâce aux travaux des historiens, va s'enrichir. Et ce qui est important, ce n'est pas de faire de cette histoire un facteur de division, mais au contraire un facteur d'unité et de rassemblement. Et c'est ça ma mission, et c'est pourquoi je suis tant engagé et tant passionné de le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait en interpellant l'Assemblée nationale et le ministère de l'économie et des finances? Je n'aurais pas fait la leçon. Et d'ailleurs, j'ai eu des réponses qui n'en étaient pas. Et je pense qu'ils ne pourront pas en rester là. C'est que moi, j'aimerais bien que demain, lorsqu'un jeune vient avec sa classe visiter l'Assemblée nationale, en parcourant les lieux, en voyant telle ou telle statue, on lui ait donné les clés de compréhension. Et que sur ces monuments, il y ait des plaques explicatives. Et que partout, on puisse faire ce récit. Quant à la salle Colbert, c'est autre chose. Il y a une salle Lamartine qui était anti-esclavagiste à l'Assemblée nationale. Là, on peut tout à fait décider de donner un autre nom. On pourrait par exemple donner le nom du premier député noir venant d'Haïti en 1793 et qui a voté la première abolition de l'esclavage en 1794, qui s'appelait Jean-Baptiste Bellay. Ben, personne ne connaît, c'est un grand personnage. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais je pose la question, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez rester en l'état ou est-ce que vous allez bouger? Et je pense que le président de l'Assemblée nationale, comme le ministre de l'économie, ne peut pas ne pas bouger. Je vais vous donner un autre exemple. Le bâtiment qui a été inauguré en 1989 au ministère de l'économie et des finances porte le nom de Colbert. Mais ma question n'est pas systématique. S'ils veulent le garder, qu'ils donnent une explication. Il n'y a aucune plaque qui explique. Mais je vais plus loin. Il y a un comité du livre de l'histoire économique de la France qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Et ça fait 30 ans qu'il existe. Chaque année, il y a des livres qui sont édités avec le soutien de ce comité. Depuis 30 ans, ça fait environ 170 livres qui ont été édités sur l'histoire économique de la France. Pas un ne porte sur l'esclavage et la colonisation. Donc il y a un manque. Donc c'est ça que je voudrais qu'on puisse faire ensemble. Et c'est pas faire injure au passé, c'est pas faire injure aux grands hommes, mais c'est faire justice aussi au présent. Et je vous parlais de la jeunesse tout à l'heure, il faut des actes. Alors ces actes, c'est pas seulement faire acte de vérité historique, c'est aussi faire reculer le racisme, c'est faire reculer les injustices, les inégalités, les discriminations qui existent dans notre société. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national consultatif pour les droits de l'homme qui vient de sortir son rapport, c'est le défenseur des droits qui en parle aussi. Donc ne mettons pas sur le tapis les problèmes qui se posent à notre société, traitons-les ensemble. Mais l'esclavage, ce n'est pas qu'une histoire française. Bien sûr que non. Vous savez, ce dont nous débattons là, ça s'est débattu en Grande-Bretagne, c'est débattu en Allemagne, où l'Allemagne se penche sur son passé colonial, qui a été très violent. Le massacre des Herero par le général von Trotta entre 1904 et 1907. Et puis ça a une résonance, ce débat en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Moi, et puis dans nos outre-mer. Avec la préparation de la fondation, moi je me suis rendu en Guyane, je me suis rendu où j'ai rencontré les Bushinengue. Et les Bushinengue, ce sont les descendants de ces esclaves marrons qui refusaient leur mise en esclavage. Eh bien, je pense qu'il faut parler d'eux et raconter leur histoire. C'est vrai aux Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, c'est vrai à La Réunion, à Mayotte. Et puis c'est vrai en Afrique. Je suis allé à l'inauguration du musée des civilisations noires à Dakar. Le Bénin fait aussi un travail de mémoire. Je pense que cette question, c'est une question mondiale. Et c'est vrai que vous avez raison de dire l'esclavage, la traite, c'est pas une question que française. C'est toute l'Europe qui a participé à cette histoire-là. Et donc je crois que c'est d'un intérêt majeur que dans le monde du XXIe siècle, nous assumions, non pas pour faire de la repentance, pour s'autoflageller, mais pour être plus lucides et plus forts ensemble, toute cette histoire, et nous en parlions, et je le dis
toute sérénité et sans diaboliser à chaque fois que quelqu'un prend la parole qu'il fait fausse route et qu'il insulte la France. Ou alors, ça veut dire qu'on laisse la parole uniquement aux identitaires. Les identitaires de tout poil, que ce soit M. Zemmour à la télévision chaque semaine, ou que ce soit le parti Les Indigènes de la République, qui tient des discours que je ne peux pas accepter, que je ne peux que combattre. Mais où est-ce qu'on met des limites? Parce que, par exemple, on a vu des gens s'attaquer au statut de Victor Schœlcher, qui était un abolitionniste, Absolument. mais qui était blanc, au nom de, au fond, pourquoi on fait une statue alors, blanc pour représenter l'abolition? Bien sûr, bien sûr. J'ai condamné cette atteinte à la statue de Schœlcher, et je ne suis pas le seul. Le maire de Fort-de-France, des élus de Fort-de-France, Aimé Césaire, qui était très lucide sur cette histoire, qui a écrit des pages absolument merveilleuses et très, très passionnantes qu'il faudrait relire, notamment sur le colonialisme et sur l'esclavage, était opposé à enlever les statuts de Schœlcher. Schœlcher, c'était un esprit éclairé de son époque, extrêmement combatif, qui s'inscrivait dans les combats de la Révolution française, comme héritier de cette histoire, avec l'abbé Grégoire, Condorcet. Et donc, lui, il voulait l'abolition de l'esclavage, comme Lamartine. Ils étaient des gens engagés qui n'avaient jamais accepté cette mise en esclavage. Et donc, il a fini en 1848 en forçant les choses. Ce n'était pas évident à obtenir l'abolition. Lui, il aurait voulu une indemnisation des victimes de l'esclavage. Et finalement, c'est les propriétaires qui ont été indemnisés. Donc, Schœlcher, c'est une belle figure. Et c'est vrai qu'après, il y a eu... dans le futur, des gens qui ont créé une espèce de théorie du colbertisme, du schœlcherisme, pardon, et qui peut-être ont voulu faire un... C'est tout à fait révélateur. Non, mais je pense que certains ont voulu utiliser Schœlcher pour faire un peu du paternalisme. C'est un peu ça qui est contesté. Mais pour autant, gardons la statue de Schœlcher, mais par contre, donnons des noms ou des places ou pourquoi pas des statues à des gens qui se sont engagés contre l'esclavage et contre le colonialisme. Je en citais un tout à l'heure, et qui ne sont pas reconnus. Je vous disais, Bailey n'est pas connu, Delgrès n'est pas connu, et c'est ça qu'il faut absolument. Il faut enrichir le panthéon français. C'est ça. Pour rebondir sur la question d'Alain Sall et pour peut-être l'élargir un petit peu, on a vu beaucoup de débats aussi autour de la question du racisme et des violences policières, des manifestations également aux États-Unis. Et notamment, on a vu Autant on emporte le vent, retiré d'une plateforme américaine. Donc, où est-ce qu'on met cette limite, pour rebondir sur la question d'Alain Sall? Il faut interdire Tintin au Congo, alors? Mais non, comment non, on fait? Je suis pour la liberté de la création. Et je ne vais pas me contredire. Je vous ai parlé de mes principes, mes engagements. Ça serait complètement aberrant. Je ne suis pas pour la censure. Donc, pas question. On va dire, Voltaire avait des propriétaires d'actions dans les compagnies esclavagistes. Donc, il faudrait interdire. Non, bien sûr que non. D'abord, c'est le patrimoine des Français, cette littérature. C'est comme Céline. Est-ce qu'on va interdire Céline? Mais en même temps, il faut rappeler que Céline était un antisémite. Le grand spécialiste de Céline est très lucide sur ce plan et le dit avec force en le condamnant comme antisémite. Et en même temps, il étudie sa littérature, qui est une grande littérature. Eh bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder l'histoire. Et donc, Autant on emporte le vent, c'est un livre qui a été écrit dans un contexte de la ségrégation, de l'esclavage dans le sud américain. Mais il faut donc redonner le contexte. Mais c'est une œuvre de littéraire de grande qualité et qui a donné aussi un film extrêmement populaire. Donc moi, je suis opposé à cette censure, mais par contre, je suis pour donner des clés d'explication et de compréhension qui nous rendra finalement plus forts.